Donc je dois vous assurer le cours de thermodynamique et avant de commencer le cours, je vais vous parler un peu de la filière. Donc vous avez choisi de s'inscrire dans une filière SM, sciences de la matière. Et normalement, donc supposez que vous allez faire par la suite soit la filière SMC, sciences de la matière chimie, ou SMP, sciences de la matière physique. Donc une filière, vous avez ici, je vous présente une filière ici. C'est une filière, c'est une maquette de filière de l'université de Fès, faculté des sciences de Fès, mais toutes les filières marocaines dans les facultés des sciences, il y a accès ouvert, ont un tronc commun, ils sont tous les mêmes. On a 6 semestres, donc une licence fondamentale qui a 6 semestres. On a 3 semestres, كنسميوهم semestre de printemps, pardon, d'automne. Donc, سداسي خريفي, les semestres d'automne, S1, S3, S5. Et puis vous avez les semestres de printemps, S2, S4, S6. La deuxième partie, à la rentrée universitaire de septembre, c'est le semestre 1 ou la 3 ou la 5, S1, S3 ou S5. La deuxième partie, S2, S4, S6. Donc chaque semestre, ici par exemple, le semestre 1, vous avez le semestre 1, vous avez 7 modules. Vous avez 7 modules. Vous avez la mécanique du point, vous avez la thermodynamique, vous avez l'atomistique, la thermochimie, l'algèbre 1, vous avez l'analyse 1 et l'algèbre 1, et vous avez aussi un module de langue. Vous avez 7 modules. Ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez comment valider un semestre. Donc si vous avez une note supérieure ou égale à 10, vous avez une jehtou, ça veut dire que vous avez validé le module. Donc pour valider un module, il faut une note supérieure ou égale à 10. Pour valider le semestre, vous avez 10 plus 10, 7, ça fait 70. Donc si vous avez 70, sachant que vous n'avez aucune note inférieure à 5, une note inférieure à 5, c'est une note éliminatoire. Donc si vous n'avez aucune note inférieure à 5 et que vous avez 70, vous validez le semestre. Donc vous êtes en S1, vous allez valider S1 si vous avez 70 et vous n'avez aucune note inférieure à 5. Si vous avez donc 70 et toutes les notes sont supérieures ou égales à 5, vous validez le semestre. La même chose pour S2. Donc pour valider un semestre, il faut au moins 70 et aussi pas de note éliminatoire. Voilà, vous avez validé S1. La même chose pour S2. Il y a une autre manière de valider. Supposons qu'en S1, vous avez obtenu 68 sur 70 la moyenne. Il y a 68. Il vous faut 2 points pour valider. Bien sûr, sachant que vous n'avez aucune note éliminatoire. Finalement, S2, vous avez 72 ou plus. Vous n'avez aucune note éliminatoire, vous allez valider S1 et S2, vous allez valider S1 par compensation. On dit que vous allez donc valider S1 par compensation. Le semestre n'est pas validé, j'ai plutôt le S2 ou j'ai plutôt 72, vous n'avez aucune note éliminatoire, vous validez S1 par compensation. Vous validez automatiquement S1 et S2. Donc pour valider un semestre, il y a au moins la moyenne, aucune note éliminatoire. Si on n'a pas validé un semestre, on n'a pas une note éliminatoire, entre S1 et S2, il y a la compensation bien sûr. Voilà donc pour la mention. La mention, donc bien sûr, chaque semestre, on a une mention. Mais la mention utile, il y a le DUG, vous avez S1, S2, S3 et S4. S4, c'est le DUG, le diplôme d'études universitaires générales. Donc sur le diplôme ici S4, vous aurez un diplôme. Combien de modules il y a? Il y a 7 modules, 7 plus 7, 14, plus 6, 20, plus 6, 26. Il y a 26 modules. Donc la mention, il y a le diplôme, le DUG, il y a une S4, elle est calculée sur la base de 26 modules. Mais chérie, il y a le S4 bouhdou. Non, il y a le S1, S2, S3, S4. Vous avez donc la mention calculée sur la base de 26 modules. La moyenne de 26 modules. Il a c'est pas la peine de dire non, c'est pas la peine de 26. Donc si vous avez une seule note qui n'est pas bonne, ça ne veut pas dire que vous pouvez travailler sur le reste. 26 modules,
Même si vous avez une mauvaise note dans l'un des modules, vous pouvez avoir une mention. Il y a 26 modules. La même chose sur la licence. La licence, donc, c'est le 6e semestre. À la faculté de sciences, on a un seul parcours. Le parcours, c'est la physique. Je parle de la physique, puisque du département de physique, mais il y a aussi une filière de chimie. Pour les gens qui font physique, on a un parcours de physique. Donc, la licence, la mention de la licence est calculée sur la base d'elle. Donc 14, donc on a 4, 26, plus 6, 32, et plus 6 d'elle 6, 38. Donc la mention d'elle, la licence est calculée sur la base de 38 modules. Donc vous avez la mention de la licence, vous avez la mention S4. Voilà donc concernant la filière. En gros, dans quelques mots, sinon on va passer au cours de thermodynamique. Comme son nom l'indique, thermodynamique, le mot thermodynamique est composé de deux mots, thermo, température, dynamique, action. Thermodynamique. Donc l'effet de température qui implique un phénomène donc, d'action thermique. Voilà donc... Donc je viens de dire thermodynamique, thermique, dynamique, action. Donc on va donc traiter dans ce cours de thermodynamique, on va commencer par un premier chapitre qu'on appelle donc généralité sur la thermodynamique et notions mathématiques. Donc généralité sur la thermodynamique et notions mathématiques. Pardon. Donc, généralité sur la thermodynamique et notions mathématiques. On va définir la thermodynamique, on va donner une définition, c'est quoi la thermodynamique, les paramètres d'état, c'est quoi un système, etc. Donc, et puis des notions mathématiques. En physique, donc on définit des fonctions qu'on appelle fonctions d'état. Une fonction d'état, donc une fonction dont la variation ne dépend pas du chemin suivi. On verra ça, on va donc essayer d'étudier ça dans la partie concernant notions mathématiques. Au lycée, vous avez vu les fonctions à une seule variable f de x. Vous avez calculé la dérivée df sur dx, f' de x. En thermodynamique, en général, on a un système où il faut deux variables. Donc, on doit étudier des fonctions de deux variables, f de x et de y, par exemple, et calculer les dérivées et d'autres propriétés qu'on verra. On passera par la suite à la thermométrie. Thermométrie, comme son nom l'indique, température, métrie, mesure de température. Et puis on passera, donc thermométrie bien sûr, on va essayer d'étudier comment on a pu donc penser à mesurer une température, le système, le thermomètre pour mesurer la température, et les différentes échelles existantes, les différents thermomètres possibles où vous savez très bien qu'il existe beaucoup d'unités pour mesurer en température Celsius, Fahrenheit, degrés Réaumur, etc. Donc degrés Kelvin. Et donc on va définir toutes ces échelles et comprendre la relation binaire. Chapitre 3, gaz parfait. Un gaz parfait n'est pas un gaz réel. Un gaz parfait, c'est un gaz donc basé sur un modèle. Un modèle, donc c'est à nous. Par exemple, je veux relier une équation à l'air de l'atmosphère. Je dois donc faire un modèle. Par exemple, je dois faire des hypothèses. Par exemple, je dis les atomes sont ponctuels. Les atomes sont ponctuels, ils sont comme des points, ils n'ont pas de volume propre. S'ils sont comme des points, c'est qu'ils n'ont pas de volume propre. Les atomes sont sans interaction binatome. Il n'y a pas d'interaction entre atomes, donc pas d'énergie potentielle, il n'y a que l'énergie cinétique. Donc ça, c'est des hypothèses. Si je fais des hypothèses,
Je prends en considération cette hypothèse, donc je trouve une équation qu'on appelle l'équation d'état d'un gaz parfait. On trouve l'équation que vous devriez déjà connaître au lycée, PV égale un RT, ou PV, le produit pression fois volume, égale constante fois la température. Un modèle, on peut le valider en comparant ces résultats avec l'expérience. Par exemple, je suppose que l'air est un gaz parfait. L'équation d'état du gaz parfait, c'est PV égale un RT. PV égale un RT. Je prends un thermomètre, je mesure la température. Je trouve une valeur, je la calcule à partir de PV égale un RT. Si la température coïncide, je dis tiens, elle marche. Je m'en vais par exemple à 1 km et je fais la même chose, je calcule, sachant que le modèle, c'est le modèle du gaz parfait. Avec le thermomètre, je mesure la température, je la calcule par la relation du modèle. Si les deux coïncident, je dis c'est très bien. Par exemple, par la suite, je prends un volume, je fais varier la pression, je fais augmenter la pression et je mesure la température par le thermomètre et par la relation PV égale RT. Si les deux coïncident, toujours le modèle marche. Normalement, le modèle du gaz parfait, il marche jusqu'à des températures, jusqu'à des pressions allant jusqu'à 8 atmosphères, 8 fois la pression atmosphérique. Sinon, au-delà, on observe des déviations. Donc, on peut retenir le modèle du gaz parfait pour des pressions allant jusqu'à quelques atmosphères. Et puis, au-delà, on doit donc penser à un modèle autre que celui du gaz parfait. Échange d'énergie. Quand je dis échange, là-bas, vous mettez vos bavettes, s'il vous plaît, là-bas. Mettez vos bavettes. Vous mettez vos masques. Vous devriez les mettre et vous ne devriez pas discuter بيناتكم. Par respect, صاحبك ما تناقش معاه, ما يناقش معاك ودير البافات ديالك, s'il vous plaît. Essayez d'être loin les uns des autres. Échange d'énergie. Quand je dis échange, j'ai mon système thermodynamique. Et j'ai le reste. Il y a le système auquel je m'intéresse à étudier ses évolutions, son évolution en fonction du temps. Et puis, tout le reste qui n'est pas le système, on l'appelle milieu extérieur. Milieu extérieur. Donc, il y a le système thermodynamique et tout le reste, on l'appelle le milieu extérieur. Quand je dis échange, ça veut dire entre le système et le milieu extérieur. Donc, les échanges. Les échanges, c'est entre le système et le milieu extérieur. Quand je dis échange d'énergie, ça sous-entend entre le système et le milieu extérieur. Toute évolution de ce système serait due à ces échanges-là. Donc, toute évolution du système serait due à ces échanges-là qui se produisent à l'échelle de cette paroi entre le système et le milieu extérieur. Donc, échange d'énergie. Donc, je répète, quand je dis échange d'énergie, ça sous-entend échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Les formes d'énergie qu'on considère en thermodynamique, en général, sont de deux formes. C'est la forme d'énergie mécanique, travail, et la forme thermique, chaleur. Quand je dis énergie, ça sous-entend chaleur ou travail. Chaleur ou travail. Quantité de chaleur ou travail, énergie mécanique, travail, ou énergie thermique, chaleur. Premier principe de la thermodynamique. Donc la thermodynamique est basée sur des principes. Si je lâche cette clé, elle tombe du haut vers le bas, c'est par principe. Mais si elle non, par principe, elle tombe du haut vers le bas. La thermodynamique, la même chose. Ici, le premier principe, c'est un principe. On essaie de le comprendre. On ne démontre pas un principe, on le comprend. On essaie de lui relier une relation. Mais il est ce qu'il est, un principe. Le premier principe, lui, il nous définit tout d'abord qu'un système thermodynamique, un système a un contenu total en énergie. Le contenu total en énergie, vous savez très bien que l'énergie totale, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Le contenu total en thermodynamique, on l'appelle énergie interne. Énergie interne, c'est le contenu en énergie totale d'un système thermodynamique, c'est l'énergie interne. Le premier principe, il dit que toute évolution du contenu en énergie totale du système serait due à un échange, mais à le milieu extérieur bien sûr, d'une forme d'énergie qui est travail et une forme d'énergie qui est chaleur. Donc, toute variation du contenu en énergie totale, on verra ça, c'est juste pour vous donner une idée, serait due à un travail plus une chaleur. Soit
un échange d'une forme d'énergie mécanique qui est travail, soit une forme d'énergie qui est chaleur. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe. On verra ça, on le comprendra. La relation, on essaie juste d'écrire une relation mathématique qui traduit le fait que toute évolution, toute variation du contenu en énergie totale du système se réduit à un échange de travail et ou de chaleur. Premier principe, puis on passera à la calorimétrie. La calorimétrie, comme son nom l'indique, calorie, c'est l'unité de la chaleur. Calorie, c'est une unité, donc, je dis système international. L'unité de la chaleur, donc l'énergie, c'est le joule. Sinon, la calorie, c'est une unité donc, du système pas international, calorie. Calorimétrie, métrie, mesure des calories. Mesure des calories. Donc, mesure des calories. Mesure des calories, donc, dans cette discipline qui est expérimentale. Par exemple, dans un vase, qu'on appelle vase calorimétrique, qui ne change pas de la chaleur à milieu extérieur, ni l'isole thermiquement, je mélange par exemple de l'eau chaude avec de l'eau froide. Bien sûr, les masses sont bien définies. L'eau chaude va se refroidir, l'eau froide va se réchauffer. Donc, le corps chaud va perdre une chaleur, le corps froid va prendre cette chaleur. Si je fais la somme, si je donne un signe à la chaleur, le corps chaud qui se refroidit, cette chaleur est perdue, je la prends avec un signe négatif. Cette chaleur est reçue par le corps froid, je la prends avec un signe positif. Ce que le corps chaud cède, le prend le corps froid. La chaleur cédée par le corps chaud, puis la chaleur reçue par le corps froid égale 0. C'est ce que j'appelle l'équation calorimétrique. Cette équation calorimétrique nous permet de déterminer des paramètres physiques qui sont par exemple la capacité calorifique ou la chaleur massique d'un système thermodynamique. On verra ça. Ensuite, donc, on passera au second principe de la thermodynamique. Le second principe de la thermodynamique, pour vous donner une idée, juste pour vous donner une idée, on passe par la suite à la définition de la thermodynamique. Donc, le second principe de la thermodynamique, c'est le principe, lors de ce principe, donc on va définir une nouvelle fonction qu'on appelle entropie, qui elle mesure le désordre. Qui elle mesure donc le désordre. Sinon, on verra ça, on va passer donc la suite du cours, on verra ça plus tard, on comprendra mieux le second principe quand on aura donc... Chapitre 1, donc généralité sur la thermodynamique. Introduction, donc c'est quoi la thermodynamique? La thermodynamique, donc c'est une science qui s'intéresse aux phénomènes calorifiques qui interviennent en physique, en chimie, interviennent en physique et en chimie, et leur relation avec des phénomènes autres que calorifiques. Par exemple, si je frotte mes mains, ça c'est mécanique. Donc je frotte mes mains, c'est mécanique. Je frotte mes mains, c'est mécanique. Et je vois que la température de mes mains a augmenté. Donc je répète, si je frotte mes mains, frottement c'est mécanique, la température de mes mains augmente. Donc j'ai un phénomène mécanique qui a impliqué un phénomène thermique. La température de mes mains a augmenté. Donc le frottement des mains, donc l'une sur l'autre, donc c'est un travail, entraîne leur chauffage, effet thermique. Le matin, vous vous réveillez, vous touchez l'ampoule de votre chambre, l'ampoule, donc pour avoir de l'électricité, elle a la température de votre main. Et vous allez donc allumer, vous allez appuyer sur l'interrupteur. À l'opération allumer, vous allez laisser, donc vous allez fermer l'interrupteur, vous allez faire passer un courant électrique. Donc vous avez un courant électrique. Vous faites passer un courant électrique et au bout d'un temps, vous touchez l'ampoule, elle est chaude. Donc vous avez un phénomène électrique, vous avez donc un courant électrique qui passe, donc vous avez un phénomène électrique, et au bout d'un certain temps, vous touchez, l'ampoule est chaude. Donc un phénomène électrique implique un phénomène thermique, donc chauffage par effet Joule. Donc le chauffage par effet Joule, phénomène électrique, entraîne un phénomène thermique. Imaginons que j'ai ici une bouteille d'acide, Magata, une bouteille d'acide HCl, et j'ai une bouteille d'eau dans un vase. Si je touche l'acide, il a la température de la salle, l'eau et la température de la salle, je vais les mélanger ensemble,
je mets de l'acide et de l'eau, je touche le bain, c'est chaud. Je touche, c'est chaud. Donc lors d'une réaction chimique, on peut avoir, donc lors d'une réaction chimique, il y a production, absorption de la chaleur, donc réaction chimique qui entraîne un phénomène thermique. Une réaction chimique, j'ai de l'eau à la température de la salle, de l'acide à la température de la salle, je les mélange, j'obtiens un mélange à une température chaude, plus chaude que celle de la salle. Donc un phénomène thermique dû au fait qu'il y avait une réaction chimique. Et puis, de la lumière, si vous touchez donc, un écran, vous avez un écran, là où du soleil arrive, le matin, si vous touchez, c'est un peu froid, mais quand le soleil arrive à un certain temps, vous touchez, c'est chaud. Donc, de la lumière, vous avez de la chaleur. Donc, de la lumière qui arrive se transforme en chaleur. Donc, vous avez un écran. Donc, vous avez un écran qui absorbe de la lumière, voit sa température augmenter. Si vous prenez par exemple un bout de métal, un fil métallique, un fil de cuivre ou de fer, vous le chauffez sur du feu. Vous le chauffez sur du feu jusqu'à qu'il devienne rouge. Vous allez éteindre la lumière pour faire du noir. Vous voyez que le bâton que vous avez chauffé jusqu'à devenir rouge, il rayonne. Il rayonne, donc il émet de la lumière. Il absorbe au début. Une fois rouge, il émet de la lumière. Voilà donc l'objet de la thermodynamique. On passe au système thermodynamique. Donc, le système thermodynamique, c'est l'objet auquel on s'intéresse à étudier ces interactions avec le milieu extérieur. On a le système, c'est un objet qui existe, bien sûr, il est quelque part ici. C'est une étoile, une plante, un être humain, un gaz, une boîte, une salle. Donc, c'est le système thermodynamique. Et puis, vous avez le milieu extérieur. Vous avez le milieu extérieur. Notre système, donc, il est limité par cette paroi. Donc, paroi, ça, c'est une paroi du système. C'est une paroi du système. Ça, c'est le système. Un système, donc, thermodynamique, limité par une paroi. Imaginez que vous êtes venu le matin à bicyclette, la roue est gonflée, vous avez vérifié chez vous, la roue est bien gonflée, et au bout de la route, vous allez voir que donc, la chambre, la roue s'est dégonflée. Il n'y a plus d'air dans votre roue, elle se dégonfle. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou quelque part, vous avez passé par exemple sur un truc qui a pu donc percer un trou dans votre chambre à air et de la matière est sortie de votre chambre à air. Donc s'il y a échange de matière, si je prends comme grandeur matière, si la matière s'échange entre le système et le milieu extérieur, le système on l'appelle système ouvert. Système ouvert. S'il y a échange de matière, système ouvert. Vous voyez très bien. Si, par contre, vous venez à bicyclette, la roue ne se dégonfle pas, elle reste gonflée, là le système est fermé. Donc vis-à-vis de la matière, la réaction, la nature de cette paroi vis-à-vis de la matière, soit il y a échange de matière, il s'agit d'un système ouvert, soit pas d'échange de matière, il s'agit d'un système fermé. Soit échange de matière, système ouvert, pas d'échange de matière, système fermé. Il n'y a pas que la matière, il y a aussi l'énergie. On va distinguer matière et énergie. Matière et énergie. Et l'énergie, pour nous, c'est soit travail, soit chaleur. Travail et chaleur. Voilà donc une terminologie des systèmes a été établie suivant la nature du contour vis-à-vis des deux grandeurs thermodynamiques. Donc, les deux grandeurs thermodynamiques, matière, donc la nature de la paroi, par rapport aux grandeurs thermodynamiques qui sont matière et énergie. On note que l'énergie se présente sous deux formes générales qu'on est amené à les distinguer, le travail et la chaleur. Voilà, donc, on va essayer maintenant, considérons matière et énergie, donner un nom à un système en physique, quel que soit un système, on va lui donner un nom. Nateo Esmia.
Ici, par exemple, contour étanche, il ne laisse pas passer quelque chose. Étanche ne laisse pas passer. Contour étanche à la matière. Contour étanche à la matière. Étanche à la matière, il ne laisse pas passer la matière. Il s'agit d'un système fermé. Pas de changement de la matière, système fermé. Contour perméable à la matière. Si le contour laisse passer la matière, je répète, si le contour laisse passer la matière, il s'agit d'un système ouvert. Donc je répète, contour perméable à la matière, il s'agit d'un système ouvert. Système ouvert, contour perméable, il laisse passer la matière. Donc soit par rapport à la matière, soit la matière ne passe pas, ne se change pas entre le système et le milieu extérieur, contour étanche à la matière, il s'agit d'un système fermé, soit le contour il laisse passer la matière, le système est toujours deux grandes classes de système. Système fermé, on aura donc au cours de cette année à étudier que les systèmes fermés. Le système ouvert, c'est l'objet de la thermodynamique de non-équilibre. Donc, système fermé, pas d'échange de matière, système ouvert, échange de matière. Ici, là, contour étanche, je vais distinguer ici les grandeurs, matière et ou énergie. Et ou. Soit les deux, soit l'un des deux. Là, si je considère, le contour ne laisse passer ni matière ni énergie. Le contour met la matière et l'énergie de 12. Le contour ne laisse passer ni matière ni énergie. Contour étanche à la matière et à l'énergie, il s'agit d'un système isolé. Donc, je répète, un système isolé, le contour ne laisse passer ni matière ni énergie. Contour étanche à la matière et à l'énergie. Système isolé. Je répète encore une fois, contour étanche, mais la matière, l'énergie de 12. Pas d'échange ni de matière ni d'énergie. Il s'agit d'un système isolé. Et puis maintenant, le contour, il laisse passer quelque chose. S'il laisse passer quelque chose, la matière, le système est non isolé. Bachikon isolé, il ne doit pas laisser passer ni la matière ni l'énergie. Donc, si le contour laisse passer la matière, le système est non isolé. Si le contour laisse passer l'énergie, le système est non isolé. Donc, dans ce cas, le système ici doit être soit fermé ou ouvert. Il est non isolé, fermé ou ouvert. Fermé, s'il ne laisse pas passer la matière, ça, il laisse passer l'énergie. Il y a échange d'énergie, pas échange de matière. Il s'agit d'un système fermé. S'il laisse passer matière et énergie, dans ce cas, il est ouvert. Mais dans tous les cas, s'il y a un échange de l'un des deux, il s'agit d'un système non isolé. L'un des deux ou les deux, système non isolé. Je répète, matière ou énergie. L'un des deux ou les deux, système non isolé. Fermé ou ouvert. Fermé, il n'y a échange que de l'énergie. Ouvert, matière et énergie. Et puis on distingue ici le cas de la grandeur chaleur. Chaleur. Vous connaissez tous le thermostat dans lequel on met du café et le café reste chaud. Donc le thermostat, on met du café, le café reste chaud. Donc les parois du thermostat sont adiabatiques. Thermostatique, température constante. Donc thermostatique, température constante. Donc les parois sont isolées thermiquement. On ne laisse pas passer la chaleur. Si vous mettez du café à l'intérieur, il reste chaud. Thermostatique, température constante. Alors si le contour est étanche, à la chaleur, mais qu'il lisse la chaleur douce à thermostat, le système, on l'appelle système adiabatique. Le système, on l'appelle système adiabatique. Je répète, si le contour est étanche à la matière, si le contour est étanche à la chaleur, le système est dit adiabatique. Et puis un cas particulier d'un système qu'on comprendra mieux quand on aura vu le second principe, c'est le système diatherme. Dia pour dire deux, therme, température. Deux sources de température. Je vais donc essayer de vous donner juste une idée de ce qui est un système diatherme. Et nous allons faire le second principe. Le second principe pour qu'on puisse comprendre bien le système diatherme. Deux sources de température. Imaginez que vous avez un cylindre. Donc, enfermé par un piston mobile, donc un cylindre. Donc c'est une boîte cylindrique, enfermée par un piston mobile qui peut donc faire le va-et-vient. Donc, je projette ici, vous avez le piston, le cylindre. Et j'ai un gaz ici.
Imaginez que j'ai un bain, ici j'ai un bain d'eau par exemple bouillante, d'eau à 100 degrés. Un très grand bain d'eau à 100 degrés de telle manière que si je prends de la chaleur, je ne fais pas varier 100 degrés ici, elle reste égale 100 degrés. La température reste toujours égale 100 degrés. Et je vais mettre ce cylindre, je vais le mettre dans ce bain. Je suppose qu'à l'état initial, T0 égale par exemple 30 degrés C. T0 égale 30 degrés C. Je vais le mettre en contact de cette source. Je vais le mettre en contact de cette source. Qu'est-ce qui va se passer? Le piston remonte. Je mets en contact le système gaz, piston là mobile, au contact de la source. Il prend de la chaleur, le piston remonte. Donc j'ai du travail. Mais si je mesure la température, je suppose que le piston arrive ici. Donc le piston remonte. Si je mesure la température, je trouve par exemple 60 degrés. Je suppose que j'ai trouvé 60 degrés. Je répète encore une fois, je le mets en contact avec la source, le piston remonte, j'ai par exemple 90 degrés. Je mesure la température 90 degrés. Je le mets encore en contact avec la source, le piston remonte, j'ai 100 degrés C. Maintenant, je le remets, est-ce que le piston remonte? D'après vous, est-ce que le piston remonte? Non, il ne remonte plus. 100 et 100, il ne remonte pas. Si vous faites l'expérience, 100 et 30, le piston remonte. 100 et 60, le piston remonte. 100 et 90, le piston... 100 et 100, le piston ne remonte plus. Pour qu'il y ait donc échange de chaleur, système diatherme, il faut au moins 100 et 30, deux températures. 100 et 60, 100 et 90, mais 100 et 100, non. Il faut au moins deux sources de température différentes. Pour qu'il y ait échange de chaleur, la température toute là, le système a reçu une chaleur, la température augmente, il faut au moins 100 et 30, 100 et 60, 100 et 90. Mais 100 et 100, non. Voilà donc diatherme, système diatherme, c'est-à-dire un échange de chaleur ne se fait que si j'ai au moins deux sources de température, un système que j'ai appelé ici système diatherme. Voilà donc le système diatherme. Paramètres ou variables d'état, donc les paramètres et les variables d'état. Donc ce sont les paramètres qui définissent l'état du système. L'état du système, le système, l'état, c'est le système. Ce sont les paramètres ou les variables qui définissent l'état du système. Par exemple, si je vous dis dans cette salle, dans un repère trièdre, donc dans x, y, z, je vous dis x égale 7 mètres, y égale 8 mètres, et z égale 5 mètres, automatiquement par rapport au repère, vous allez repérer le point. Donc les paramètres x, y, z vous permettent de repérer l'état d'un point dans l'espace. Vous allez me dire le voilà. Donc si je vous dis x égale 9, x égale 10, z égale 12, vous allez trouver un autre point. Donc des valeurs des paramètres x, y, z définissent un point, un seul état, définissent un état. Donc les valeurs d'un triplé x, y, z définissent un état dans l'espace ici. Donc voilà, les paramètres d'état, dans le cas, définissent l'état d'un système. Le système. Donc ce sont les paramètres qui définissent l'état du système. Et on considère deux sortes de variables. En thermodynamique, on manipule la pression, la température, le volume, le nombre de moles, la masse volumique. La notion, quand je dis le volume, automatiquement mon cerveau, si je dis le volume de la salle, il se coule chez la salle, je vois toute la salle. Donc le volume dépend de l'étendue de la salle, le volume de la salle. Si je parle de nombre de moles de gaz, le nombre de moles de gaz dans la salle, s'il vous plaît là-bas, s'il vous plaît là-bas, s'il vous plaît. Éloignez. Même petit masque change de place, s'il te plaît. S'il te plaît, change de place. Le nombre de moles dans toute la salle, donc le nombre de moles dépend de l'étendue de la salle. Mais si je dis, je te donne le thermomètre, on dit la température de la salle. Tu fais une mesure de la température de la salle. Je te demande de mesurer la température dans la salle. Vous allez prendre le thermomètre, vous regardez jusqu'à qu'il ne bouge plus. Vous me dites, monsieur, 25 degrés. Vous me dites, monsieur, la température de la salle, c'est 25 degrés. Vous l'avez
mesuré en un point devant vous, qui me dit 25 degrés. Donc la température est définie en tout point du système. La température est définie en tout point. Le volume du système, vous voyez la différence, Benatom? La température au tout point, le volume du système. On a deux sortes de variables. Les variables donc intensives. On a les variables intensives qui sont indépendantes de l'étendue du système. Ils sont définis en tout point du système. C'est le cas de la température, la pression, la masse volumique. Donc ça, c'est les paramètres intensifs. Donc variables intensives sont définies en tout point du système. Les variables extensives, qui dépendent donc de l'étendue du système, le volume du système, le volume, la masse, le nombre de moles, tout ça, c'est des paramètres extensifs. Donc deux familles de paramètres. Soit les paramètres sont intensifs, ils sont définis en tout point du système, soit ils sont extensifs pour le système tout entier. Donc on a intérêt à distinguer ces deux sortes de variables. Donc on note que les variables intensives sont définies en tout point du système, alors que les variables extensives sont définies pour le système tout entier. Le volume du système, le nombre de masses du système, etc. La température en tout point, c'est intensif. État d'un système. L'état d'un système. Donc l'état d'un système est défini par un certain nombre de paramètres d'état. Donc c'est défini par un certain nombre de paramètres d'état. Ce nombre de paramètres d'état est donné par ce que l'on appelle la variance. Un certain nombre de variance. La variance, c'est le nombre de paramètres minimal qui nous permet d'étudier, indépendant, le nombre de variables minimales indépendants qui nous permettent d'étudier un système thermodynamique. La variance est donnée par la relation de Gibbs, la formule de Gibbs, telle que V égale C plus 2 moins phi. C'est une relation trouvée par Gibbs en considérant un système thermodynamique. Il donne la variance sous cette forme. Vous pouvez trouver la démonstration dans le livre de Bruhat, Thermodynamique Bruhat. Vous pouvez trouver donc la démonstration de cette relation de Gibbs. Ce qui nous intéresse, il faudra retenir comme ça. Donc V égale C plus 2 moins phi. Mais si vous voulez, vous pouvez chercher donc la démonstration dans Bruhat de thermodynamique.